Tu remarqueras que j'ai mis mon meilleur t-shirt chien pour toi. Mais moi j'ai mis mes meilleures chaussettes chien pour toi. Bonjour, meilleure intro vraiment. Bonjour Valentine. Bonjour Mélanie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai vraiment l'impression d'être présentatrice télé quand je dis ça. Ce petit featuring à base aujourd'hui de comédie musicale. On s'est dit qu'on allait tourner cette petite vidéo ensemble, même ces deux petites vidéos, vu qu'il y en a une également sur ta chaîne, sur les comédies musicales, parce que nous sommes toutes les deux des grandes amatrices de ce genre-là. Et on s'est rendu compte que il y a plein de gens qui n'aimaient pas ça du tout. Voire même détestent, haïssent. C'est vraiment, ça leur fout la gerbe. Je ne mens pas, c'est vraiment des commentaires que j'ai eu de ça me met mon corps en transe. Et donc en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait parler de tout ce qui est donc comédie musicale, essayer de pointer justement ce qui ne plaît pas aux gens. Et dans cette vidéo, vous conseiller à vous qui n'aimez pas forcément les comédies musicales, certains films qui, je pense, en fait, vous allez apprécier. On est d'accord sur ce point, je pense qu'on a fait une bonne petite sélection. Des films très accessibles, en fait, pour le tout public. Et puis, en sachant que vous allez peut-être vous dire, quand on va les citer, « Ah, mais je pensais pas que c'était une comédie musicale !» Il y a aussi ce petit truc. Bien sûr, ce qu'on va vous dire, ce qu'on va vous conseiller maintenant, sont nos avis personnel. Si vous n'aimez pas du tout les comédies musicales, vous êtes totalement réfractaire et donc vous vomissez quand vous en regardez, vous n'êtes pas obligé de suivre nos avis. Mais si vous avez envie d'essayer le genre, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Donc déjà, qu'est-ce que c'est en fait une comédie musicale? Les comédies musicales, elles sont arrivées en fait dès l'année de l'arrivée du parlant au cinéma, donc en 1927 avec le film Le chanteur de jazz, qui est en fait une comédie musicale. Les seules parties dans ce film qui sont parlantes, ce sont des chansons. Il y a un peu de dialogue, mais c'est surtout des chansons. Et en fait, ce qui fait que Hollywood s'est accaparé directement le truc de s'appeler, on va faire plutôt chanter, c'est le côté musical, mais retranscrit donc au cinéma. On le voit aussi pas mal cette évolution dans le film Chantons sous la pluie, de John Kelly et Sam Haydn, qui est sorti en 52, où justement cette arrivée du parlant a fait que la comédie musicale en fait a tout pris. Au début du cinéma, les gens acceptaient beaucoup que les gens chantent en fait. Mais plus on arrive dans le temps, moins les gens apprécient au final. Moins c'est accepté. Mais pourquoi? C'est ça. Mais pourquoi Jamie? Justement, dans le sondage qu'on a fait sur Twitter, pour savoir un petit peu ce qui faisait que les gens étaient réfractaires à la comédie musicale, on nous a répondu « C'est bizarre que les gens se mettent à chanter comme ça, qu'ils sont en train de parler, et puis paf, ça se met à chanter. » Et ça rompt cette espèce de contrat tacite entre le spectateur et le film, qui est la suspension de l'incrédulité consentie. Mais au final, en fait, quand tu regardes un film, c'est ça, c'est on doit te raconter une histoire, et toi, tu dois pas en ressortir. Et beaucoup de gens nous disaient que la musique, ça les fait en fait ressortir de ça, parce que ça les mettait mal à l'aise, il y avait aucune cohérence avec le film, le fait que ça commence à chanter, alors que c'était pas réaliste. On a vu ça aussi. Ça fait pas assez réaliste. Sauf que il y a quand même énormément de films qui ne sont pas réalistes, et on va prendre un film que tout le monde connaît, qui est Harry Potter. Est-ce que quand Harry Potter dit Wingardium Leviosa et qu'un objet se met à flotter, tu te dis « Dis donc, c'est pas réaliste !» Ça me sort du film. Bah non, parce qu'on est dans un univers qui est cohérent. Et la comédie musicale, c'est pareil, on est dans un univers où les gens se mettent à chanter. C'est un moyen d'expression qui est utilisé et qui est complètement assumé. Comme la magie l'est dans Harry Potter. C'est ça, et en fait le truc c'est qu'il faut pas le prendre comme on rajoute des musiques dans le film, ça fait partie en fait intégrante de l'histoire. En fait comme n'importe quel genre a sa particularité. Après il y en a aussi beaucoup dans les commentaires qu'on a reçus qui disaient j'aime pas le côté nian-nian, ça fait fille. Je pense que c'est malheureusement cet avis-là il est dû à un manque de curiosité de la part de ces personnes-là, parce qu'il y a un panel de thématiques de comédie musicale énorme. Il y a des comédies musicales extrêmement dramatiques, voire tragiques. On a par exemple la comédie musicale Rent qui parle de la pauvreté, du sida et de l'homosexualité dans les années 80. C'est bof joyeux. Voilà, c'est pas très joyeux. C'est traité de manière assez joyeuse, mais on a plein de comédies musicales qui, justement, ne sont pas du tout cucul à praline, voilà. Voilà, on a déjà eu donc ce débat sur Twitter, mais n'hésitez vraiment pas à nous dire en commentaire, vous, ce que vous n'aimez pas dans la comédie musicale. Et au final, vous allez vous rendre compte, donc, avec la petite liste de films qu'on vous prépare, que vous en avez déjà vu. Et que vous en avez même peut-être déjà aimé. Tout à l'heure, on parlait du rôle des chansons dans la narration. On peut en parler même un peu plus précisément. On disait tout à l'heure qu'ils s'intègrent complètement à la narration et qui ont des rôles très spécifiques. Il y a des types de chansons qui viennent souligner les moments forts en fait,
du film. Et je peux vous donner quelques exemples de chansons type, en prenant pour exemple des chansons de Disney, parce qu'on en a parlé tout à l'heure et puis ça parle à tout le monde. C'est ça, c'est que là au moins on est sûr que quasiment tout le monde en fait les a vus, et en plus c'est vrai que Disney se base vachement sur ce schéma. Par exemple, il y a l'ouverture. L'ouverture, c'est le premier truc que tu vois. A priori, dans n'importe quel Disney, le premier truc que tu vois, c'est quand même la chanson qui ouvre le film. T'as l'histoire de la vie dans Le Roi Lion, par exemple. Ça, c'est quand même très identifié. Ouais. Tu peux les reconnaître très facilement. Le deuxième type de chanson, qui est la I Wish Song, ou la I Want Song, qui présente les envies, les désirs, les objectifs du personnage, qui du coup pointe l'endroit vers lequel tend l'évolution du personnage. La petite sirène, c'est partir là-bas. Le Roi Lion, c'est je voudrais déjà être un roi. Du coup, il y a aussi la ballade, la fameuse chanson d'amour. C'est ce rêve bleu dans Aladdin. L'amour brille sous les étoiles dans Le Roi Lion. C'est l'histoire éternelle dans La Belle et la Bête. Et un dernier petit exemple, il y a la Conflict Song, la chanson du conflit, où là, t'arrives au paroxysme du nœud dramatique. C'est... Bon, moi, je suis une grande adepte du Roi Lion 2. Oh, merci Ayupendi. Trahison. Voilà. C'est aussi Tuons la bête dans La Belle et la Bête. Et c'est Des sauvages dans Pocahontas. Ouais, oh là là. Donc voilà, tout ça pour dire que les chansons ont réellement un intérêt narratif et de structuration de l'ensemble du récit. C'est ça, alors que il y a beaucoup de gens, et je suis d'accord, qui nous disent parfois quand ils aiment pas les comédies musicales, c'est t'enlèverais les chansons, ça changerait rien à l'histoire. Ça arrive. Il y a des films dans lesquels on va vous parler où effectivement la chanson est un ajout, on va dire, mais ça apporte... en fait, ça apporte toujours un petit truc. C'est vrai qu'on peut les soustraire à l'histoire, ça n'enlèvera rien, mais pour autant, si on les a pas, je trouve qu'on perd en fait de l'émotion. Ça apporte une émotion en plus qu'on n'aurait pas forcément en fait dans une narration classique, dans une mise en scène classique. Et on va pouvoir commencer à la partie où on parle des films. Oui. Les comédies musicales pour ceux qui n'aiment pas ça, ou ceux qui sont pas très fans, ou ceux qui se disent j'en ai jamais vu, et au final vous allez vous rendre compte que oui, vous en avez déjà vu, et vous en avez peut-être même déjà aimé. Donc le premier film dont je vais vous parler, c'est Phantom of the Paradise de Brian De Palma, sorti en 1975 avec William Finlay et Paul Williams. Donc ce film, on est à la limite entre la comédie musicale et le film musical, vu que c'est une comédie musicale car les musiques racontent l'histoire en tant que musique, mais c'est un film sur la musique également. Winslow est un jeune compositeur inconnu qui va essayer de vendre en fait ses musiques pour l'ouverture du nouveau temple du rock, le Paradise. Mais Swan, le producteur du label Death Records qui a créé ce temple, va en fait lui voler ses chansons et le saccager un peu et le laisser pour mort. Pas très sympa. Ah ouais, non, pas cool. Voilà. Mais Winslow va renaître de ses cendres en devenant le fantôme de ce fameux Paradise, digne du roman de Gaston Leroux, et raconter son histoire avec ce temple maudit pour lui. Moi, ce que je trouve assez dingue avec Phantom of the Paradise, c'est que quand même, c'est un film qui est signé par le réalisateur de Scarface et Kerry, donc des films qui n'ont rien à voir. Et là, en fait, il fait une comédie musicale. Bon, c'est pas trop une comédie pour le coup, où la musique raconte une histoire qui est juste démente comme il a l'habitude, mais ça reste malgré tout en fait un hommage à la musique, passé par la comédie musicale. Le deuxième film dont on a envie de vous parler, qui est une de mes comédies musicales préférées, c'est Chicago, donc réalisé par Rob Marshall en 2002, avec Catherine Zeta-Jones et Renée Zellweger. Zellweger, ouais, je crois qu'on dit. D'après donc la comédie musicale ultra célèbre de Bob Fosse, on suit deux criminels incarcérés pour avoir tué l'une son mari, l'autre son amant, et on va suivre leur quête pour éviter la peine capitale. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce film dans la mise en scène, ce qui la rend hyper accessible au tout public, c'est que les numéros de comédie musicale, les songs comme on les appelle, sont vraiment assumés comme des scènes de cabaret. Donc du coup, il y a une espèce de coupure dans la narration assez réaliste du reste du film. Qui se passe vraiment dans une prison, tout ça. Juste pour les chansons, on passe sur une scène de cabaret, et on retrouve tous les personnages du film mis en scène sur une scène de cabaret, ça fait beaucoup de fois le mot scène. On transpose l'action dans un autre genre. On évite le côté ils se mettent à chanter pour rien alors qu'on est dans un univers réaliste. Non, là c'est complètement transposé dans le cabaret.
Donc du coup, on évite cet écueil-là. C'est ça, et en plus c'est justifié aussi par le fait que ce sont 2 chanteuses de cabaret aussi à l'origine. Je vais enchaîner avec un film, alors moi c'est un de mes films préférés, j'avoue que celui-là je l'ai mis parce que pour moi je trouve qu'il est accessible, mais vraiment juste parce que c'est un film que j'adore. C'est le film Les Producteurs de Susan Stroman, sorti en 2005, avec Matthew Broderick, Nathan Lane, Hugh Matterman et Will Ferrell. Alors ouais, c'est un casting un peu dingue, mais pour un des films les plus dingues de tous les temps. Vite fait, j'en avais parlé dans ma vidéo, une de mes premières vidéos, donc sur Mel Brooks, vu que cette version en fait c'est un remake du premier film de Mel Brooks. Et moi j'adore cette version-là, aussi parce que l'histoire. Donc, Max Bialystock est un producteur de Broadway, et en fait il se rend compte, en parlant avec son comptable Léo Bloom, que faire une comédie musicale qui marche, c'est moins rentable que de faire une comédie musicale qui se casse la gueule. Donc en fait ils vont décider de monter une petite arnaque en créant la pire comédie musicale de Broadway possible, avec en texte de la comédie une petite ballade écrite par un sympathisant nazi dont le texte s'appellera donc Printemps pour Hitler. Voilà, déjà on a atteint le point Godwin sur cette vidéo, je suis très contente. Très Mis en scène par un mec, je pense, qu'ils sont allés chercher parmi les YMCA pour l'apprécier justement de ce qu'on disait, ça casse du réel. Mais en fait, parfois, je pense qu'il faut aller dans l'absurde. Et je trouve que The Producers, c'est vraiment une des comédies musicales les plus absurdes. Enfin, vraiment, là, je viens de vous dire, le nazi est joué par Will Ferrell, qui élève des pigeons sur un toit à New York. Voilà, hein, déjà, ça pose vraiment des bases. Faut parfois, pour aimer un genre, aller dans un extrême. Gros coup de cœur sur les producteurs que voilà, je voulais placer au moins une fois dans une vidéo. Il fallait que je le place aujourd'hui, je crois. Et c'est fait. C'est fait. Quatrième. On en est au quatrième, on en a Le quatrième quelques-uns. déjà. On voulait vous présenter, c'est Moulin Rouge. Oui. Et oui, parce que Moulin Rouge est une comédie musicale. En général, il y a beaucoup de monde qui l'a vu, qui a apprécié sans forcément tilter qu'effectivement c'est une comédie musicale. Alors que ça chante vraiment pendant tout le film. Ah ouais, tout le temps. Donc c'est une comédie musicale réalisée par Baz Luhrmann. C'est sorti en 2001 et c'est avec Ewan McGregor et Nicole Kidman. Le personnage principal joué par Ewan McGregor et Christian, qui est un jeune poète arrivé à Paris, à Montmartre, qui est invité à écrire une pièce pour le Moulin Rouge. Il tombe amoureux de la meneuse de revue du cabaret, évidemment, jouée par Nicole Kidman, qui elle-même est très convoitée par un vilain monsieur, un riche monsieur très influent qui la considère comme sa chose. Ce qui rend très accessible cette comédie musicale, c'est que les chansons, ce ne sont pas des créations dédiées à cette comédie musicale, mais ce sont des reprises, des réorchestrations de titres existants qui ont pour thème commun l'amour, le romantisme, le love, tout ça, le love. Des chansons comme le fameux El Tango de Roxane, Roxane de Police, Your Song, John. Et du coup, le fait de connaître soi-même les titres rend en général plus accessible ce genre de film, je pense. Oui. C'est ce qu'on appelle un jukebox musical. Il y en a d'autres un petit peu dans le genre, Mamma Mia, vu que c'est un film qui est basé sur les chansons de ABBA. Souvent, les gens aiment bien ce genre de film parce que, comme tu dis, ils les connaissent déjà, donc en le regardant, ils peuvent déjà chanter, ils n'ont pas besoin d'écouter le CD après. Et c'est des chansons qui sont déjà ancrées dans notre culture et ça nous fait accepter plus facilement. Le 5e film dont je vais parler, c'est pareil. Là, vraiment, c'est, je trouve, le film. Quand je rappelle que c'est une comédie musicale, les gens sont « mais non !» Ah bah si, c'est les Blues Brothers de John Landis, sorti en 1980. Alors, les Blues Brothers, c'est une création de membres du SNL en 1976, et ils se sont dit, tiens, si on en faisait un film. Je crois que c'est le premier film en plus créé par les membres du SNL. C'est pour dire que c'était des personnages vachement importants dans la culture américaine à l'époque. Et donc l'histoire, c'est Jake qui sort de prison et qui est mis sous la tutelle de son frère Elwood. Ils vont retourner tous les deux en fait à leur ancien orphelinat et vont se rendre compte qu'en fait l'orphelinat va être rasé parce qu'ils coulent totalement sous les dettes. Et donc ils décident à eux deux de recréer leur ancien groupe, les Blues Brothers, avec leurs anciens musiciens, pour partir dans une quête divine et trouver les sous pour empêcher la destruction de l'orphelinat. Mais sur le chemin, ils vont se faire 2-3 ennemis, il va se passer 2-3 trucs pas très chouettes, mais le tout en musique. Donc beaucoup de gens me disaient mais non, les Blues Brothers c'est pas du tout une comédie musicale et tout, mais en fait repensez juste à la chanson Think de Aretha Franklin quand ils sont dans le café. Le film est une comédie musicale vu que les chansons apportent quelque chose au récit, vu qu'elles sont dans le récit. Et puis c'est pas gnangnan du tout, il y a du rock, du blues, du jazz, enfin
C'est un style de comédie musicale qui existe également. Du rock musical. Ouais, mais c'est marrant ce truc des gens qui disent « moi j'aime pas le style musical de la comédie musicale », mais en fait ça n'existe pas tellement le style musical de la comédie musicale, puisque justement on va chercher dans plein de genres musicaux pour construire une esthétique musicale, et donc du coup moi je trouve que ça n'existe pas tellement en fait ce truc de comédie musicale comme genre musical. Quand on pense Disney, on pense peut-être Alan Menken et ce genre d'orchestration très féerique, voilà, mais je pense qu'il y a des contre-exemples même chez Disney, enfin il y a quand même un assez large panel aussi de musique. Il y a certaines chansons qui changent vraiment de ce genre-là en fait. Il n'y a pas, comme tu dis, le genre de musique comédie musicale, ça n'existe pas. Et donc on va finir avec le dernier et le plus taré de tous les films, je crois. Oui. Le Rocky Horror Picture Show. Évidemment, ça c'est un nom qui est revenu aussi, un titre de film qui est vachement revenu dans le sondage. Réalisé par Jim Sharman en 75, d'après la comédie musicale de Richard O'Brien de 73 qui jouait à Londres à ce moment-là. Ça fait partie des films qui ont connu un énorme bid commercial à leur sortie, mais qui sont devenus cultes après, tellement culte que le Rocky a un record de longévité de diffusion en salle, puisque 40 ans plus tard, des salles le diffusent encore, et notamment une salle à Paris qui s'appelle le Studio Galand, qui perpétue une espèce de tradition qui est que les spectateurs sont amenés à venir déguisés déjà, un peu comme à Halloween en fait, pour venir assister au film. Le film qui est en direct commenté et animé par des comédiens. Ça raconte l'histoire d'un couple de jeunes fiancés, fraîchement fiancés, pour le coup très cucul la praline, tombe en panne de voiture en forêt, et qui va donc se réfugier dans un manoir qui était juste à côté, voilà, dans la forêt. C'est complètement dingue. Et en fait, dans ce manoir vivent des personnages un petit peu étranges. À peine. Voilà, des personnages complètement barrés, notamment le maître des lieux, qui est le docteur Frankenfurter. Petite référence à Frankenstein, je crois. Voilà, exactement. Qui est donc un scientifique travesti qui d'ailleurs présente à ce couple le projet qu'il est en train de mener à ce moment-là, qui est reconstituer intégralement un être humain à des fins purement sexuelles. Ils sont très portés sur le sexe dans ce film. Oui, c'est un film très sexy en fait. Le personnage de Frankenfurter, qui est interprété par Tim Curry, a une espèce de charisme tellement étrange. Ouais, en porte-jartel tout du long, mais ça lui va. Ça lui va si bien. Très très bien. C'est très ambigu, je trouve, le rapport qu'il y a entre le spectateur et ce personnage-là, et même entre ce personnage et les autres personnages, puisque en fait il fait l'amour avec tout le monde en fait dans ce film. Mais vraiment les genres, tout ça existe pas dans ce film, c'est génial. Mais justement, ce que je disais tout à l'heure par rapport au producteur, en vrai en comédie musicale c'est une des plus accessibles parce qu'elle est complètement barrée. En fait on est tellement loin dans le ridicule que on accepte tout. Je pense que les musiques dans ce film, c'est même pas le truc le plus choquant. Le plus choquant, ouais. C'est pas ce qui te sort le plus, quoi. Je pense que la mise en scène, je pense que même l'histoire, il y en a pas vraiment, mais il y en a quand même. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est que je trouve que ça pourrait être un film d'internet. Oui. En fait, je me dis que si ça sortait aujourd'hui, ça pourrait faire le même buzz que Kung Fury, par exemple. Une espèce de non-sens qui dure 1h30. C'est du coup une grosse parodie des mythes, des récits de SF et des séries B. La découverte d'un univers très particulier qui fait, comme tu l'as dit, que l'absurdité de la chose fait que les chansons s'intègrent très bien dedans, très naturellement. Donc voilà, c'était notre petite sélection, nos films, nos comédies musicales pour ceux qui n'aiment pas ça. J'espère que vous allez les regarder, au moins essayer, et nous dire en commentaire s'ils vous ont plu, n'aimant pas forcément le genre ou n'aimant pas du tout. Il y en a un dans la liste qui vous a donné envie et vous a plu. Si vous avez d'autres comédies musicales dans le même genre, donc pour personnes qui n'aiment pas trop ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et bien sûr, on se retrouve aussi sur ta chaîne à toi. Oui, pour aller voir Jules Verne, du coup. Où on va parler aussi de comédie musicale, mais de comédie musicale en théâtre. Ouais, comédie musicale sur scène, un peu ce qui se passe à Paris depuis 20 ans. On va en discuter un petit peu à cette occasion. Puis discuter de Jules Verne qu'on aura vu. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusque maintenant. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne de Valoche. Et si vous venez de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Mélanie. On like, on partage et on se dit à bientôt.
À bientôt. Pour plus de comédie musicale. Ah, oui. Et nous allons chanter sous la pluie maintenant. Ah oui, s'il vous plaît. Singing In the rain. Just singing in the rain. Elle est belle cette scène quand même. J'adore. Mm. Ah. Mm.